Bonjour Monsieur Hérian. Donc à travers ce reportage, nous allons parler de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, où vous êtes né? À Nilvange, près du viaduc, dans une maison qui était au bord de la Fench et qui a été explosée quand les Français ont fait sauter le viaduc. D'accord. Et là, vous avez dû partir alors? Mes grands-parents habitaient dans les environs à 50 mètres. Alors on a été chez eux. Et à ce moment-là, vous avez quel âge, vous? Ben moi j'avais entre 0 et 1 an. Oui, très jeune, oui. Puisque après ça, quand les Allemands sont venus, ma maman elle est partie en Algérie avec ma sœur et moi. Et mon père s'était déjà sauvé puisqu'il était dans l'aviation. Il avait pris un avion militaire. Il s'était sauvé avec les copains. Et puis ma maman l'a rejoint en Algérie. Comment elle a fait pour le rejoindre? Ça n'avait pas été trop compliqué comme il y avait l'occupation? Elle a dû aller à Paris chez un officier qu'on appelle, enfin je sais pas le nom, qui lui a dit oui d'accord, mais les enfants restent là. Alors elle a dit non, elle a menti. Elle m'a dit elle a jamais si bien menti de sa vie. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si l'officier était dupe. À mon avis, non. Mais il s'est dit, 3 bouches de moins, ça sera mieux pour nous, et puis, je le laisse filer, quoi. Et tant pis s'ils reviennent pas. Voilà. Et après, elle a rejoint donc votre père en Algérie. En Algérie, et après, on était au Liban. Alors pourquoi on a changé? J'en sais rien. On n'a jamais trop parlé de ça. Ils n'en parlaient jamais, les parents. Et après, quand ils sont décédés, je me suis dit, mais pourquoi tu les as pas interrogés? Pourquoi t'as pas demandé que... Et on s'en foutait, et ça c'est pas bien, il faut pas s'en foutre. Il faut savoir ce qui s'est passé. Parce que sinon, on risque de tomber dedans. Ouais, vous êtes resté combien de temps à peu près dans ce pays? Moi, quand on est revenu, moi j'avais 5-6 ans. 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, vous êtes revenu directement en Ilvange ou ailleurs en France? On est revenu chez ma grand-mère. De là où on était parti. De là où vous êtes parti, oui. Voilà. Et puis là, après, mon père, il a été muté à Metz. Et puis il a été muté dans des tas d'endroits. Il a même fini en Indochine, il est retourné en Indochine, mais là, ma maman, elle a dit non, j'y vais pas. Donc vous êtes resté ici avec votre mère, alors? Oui. Voilà, on est resté là. On était d'abord ici, dans la rue de la Paix à Clutange, et ensuite, on était à Saint-Cyr-l'École, dans l'ancienne infirmerie militaire. Et mon père est reparti en Indochine. Vous avez connu plusieurs écoles, alors, pendant votre enfance? Oui. Ça n'a pas été trop dur, ça? Et alors, je peux vous dire un truc, c'est que quand on était en Algérie et au Liban, on était dans des écoles, où il y avait que des enfants de militaires, et on se tenait les coudes, on se trouvait, enfin tout était normal pour moi, il y avait pas de choses anormales. Et quand on est revenu ici, alors là je vais vous raconter une bien bonne, on va se marrer, il y en a qui vont dire quand à ce point-là, j'imaginais pas, mais c'est la vérité. Mon père était protestant et ma mère catholique, mais ma mère avait dit à mon père avant le mariage, les enfants seront catholiques. Il a dit bon d'accord, pourquoi pas. Et mon père m'a inscrit à l'école ici, à Nilvange. Et à l'époque, il y avait l'école protestante et l'école catholique. Et quand le gars qui prenait l'inscription lui a demandé ce qu'il était lui, il a dit protestant. Et le gars, il a marqué protestant, mais il a signalé aussi que j'étais catholique. Et moi, quand je suis arrivé, le lundi, tout seul, il y a l'assiste qui me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que t'es, toi? T'es catholique ou protestant? Et moi, j'avais été tellement... C'est pas bénéfique pour les Nilvangeois, hein. J'avais été tellement écœuré de la façon d'être reçu. J'avais pas de copains. Je sentais que il y avait une hostilité par rapport à avant. Là, on était avec les fils de militaires. Il y avait pas d'hostilité. Là, on était copains. Tout était bien. Et là, je me disais, c'est ça, parce qu'on nous avait parlé de la France, c'est sûr, hein. Et j'ai dit, c'est ça, la France? J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis? Et je savais pas. Là, pendant les événements, pendant la guerre, on faisait pas de catéchisme. Moi, j'en savais rien, ce que c'était un catholique ou un protestant. Et l'institut me demande, t'es catholique ou protestant, toi? Alors moi, je savais rien. Et je dis, les protestants, ils protestent. Je suis protestant, monsieur. Parce que je râlais, j'étais pas bien. Il me dit, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Alors il appelle un autre jeune, il va l'emmener à l'école, à l'école protestante. Et j'arrive là, eh ben, c'était comme avec les enfants militaires. Ils étaient tous sympas. Il y avait les filles et les garçons. À l'époque, il y avait que chez les catholiques, il y avait que les garçons. C'était moins bien. Et là, les filles et les garçons, ils venaient chez moi. Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Sympa comme tout. Je rentre à la maison à midi. Je dis, maman, je suis dans l'école des protestants, c'est vachement bien. Quoi? À 14h, tu retournes leur dire que t'es catholique.
Depuis ce jour-là, je sais que je suis catholique. Et après, vous êtes retourné dans l'autre école alors? Avec la honte. La honte. Mais bon, personne ne m'avait prévenu. Moi, mes sentiments, c'était que je protestais, et les protestants, ils protestent. Et après, ça s'est bien passé avec le professeur et les élèves? Oui, oui, après, moi, je faisais le mort, je rasais les murs. Hein. Je faisais plus de zèle. Et vous êtes resté jusqu'en quelle année à l'école à Nilvange? Vous êtes parti ailleurs après? C'était jamais bien longtemps, c'était 2-3 ans. C'est toujours des périodes assez courtes. Et hop, on dégageait. Et là, je crois que on était en région parisienne, quelque temps. Et après, on était à Cazaux, près d'Arcachon. Et là, j'avais déjà 10-11 ans. Et là, mon père, il est parti en Indochine. Et après, vous êtes revenu. Et nous, on est revenu ici. Et depuis, vous n'êtes plus reparti après? Si, après, on est reparti, c'était à Saint-Cyr-l'École. Là, c'est la première. J'avais l'habitude de déménager. C'était assez souvent. Alors le plus dur en arrivant, c'était de faire des copains. Oui, une nouvelle connaissance, tout ça. Parce qu'une fois qu'on est installé, ça va. Et d'un seul coup, tout volait en l'air et il fallait recommencer à zéro. Et là, à Saint-Cyr, quand on est parti, là j'ai eu du mal. Parce que j'avais retrouvé, j'étais adolescent aussi, hein. J'étais rentré dans les scouts de France et puis ça me plaisait bien. Et puis j'ai du tout abandonné. Après je me suis dit t'es un idiot, t'aurais pas dû accepter. Mais j'aurais été où? Puis comment vivre en région parisienne, là, c'est pas donné. Et je savais pas trop quoi faire. Et puis on m'a dit viens là-bas, tu vas à l'apprentissage, tu auras même un petit salaire. Et c'est vrai, parce qu'en région parisienne on payait tout pour commencer. Il y avait rien de gratuit. Et ici on nous donnait un petit salaire et c'était gratuit. Les études, l'apprentissage c'était gratuit. Alors ça faisait un drôle de changement. Alors en fin de compte je me suis laissé faire et puis mais j'ai toujours regretté ça. Ça, j'ai toujours regretté. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et après avoir réalisé vos études, vous avez travaillé où? Après le centre d'apprentissage, j'ai commencé au moteur à gaz, à Fontoy. Et là, j'ai travaillé 1 an et j'ai eu la tuberculose ganglionnaire, ici. Et j'étais en vacances. Dans mes malheurs, j'ai eu beaucoup de bonheur. J'étais en vacances à Valoris, il y avait un centre héliomarin pour les tuberculeux. Pour les pulmonaires, c'était du côté de Berck-Plage, sur la Manche. Il fallait pas de soleil. Mais nous, c'était le contraire. Il nous fallait du soleil. Et là, je suis resté 18 mois. Mais j'étais obligé, comme j'étais mineur, de faire quand même des cours de dessin industriel. Alors, j'en ai profité. Et puis, en fin de compte, je suis revenu ici au contrôle thermique. C'était plus au moteur à gaz. C'était au contrôle thermique. Bon, j'avais aussi la planque parce que moi, je restais dans l'atelier et les autres, ils allaient en usine. Et des fois, ils travaillaient dans des endroits dangereux où il faisait très chaud, ou en hiver, il y avait des courants d'air. Moi, j'avais la chance d'être quand même dans le bâtiment du service thermique. Et après, vous avez exercé d'autres postes dans la vallée? Après, il y a eu la grande histoire des mutations, des fermetures. Ça, c'était quelque chose, parce qu'on était bien tous spécialisés dans notre boulot, mais en dehors de ça, on savait rien faire. Dans les années combien, ça? Dans les années 80, quelque chose comme ça? Plus tard? Je sais plus trop. C'était après 68, hein. Ah oui, c'est sûr. Parce que là, il y avait la guerre. Les portiers étaient bloqués. Oh là là, ça c'est un mauvais souvenir. Hein. Là, vous vous rappelez de souvenirs sur le secteur à Nilvange, par exemple, ou ça j'aimais pas les grèves. Parce que ça me plaisait pas. Et ça me plaisait pas non plus d'être fâché avec des copains. J'étais mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise quand il y avait des grèves, très mal à l'aise. Mais bon, c'était un mauvais moment à passer, ça. C'était un mauvais moment obligatoire. On n'a pas le choix. Alors, si on n'était pas dans les grévistes, on se faisait huer. Si on était dedans et puis qu'on était malheureux, c'était pas beaucoup mieux. Alors, c'était une période difficile, ça. J'ai jamais beaucoup aimé parce que ça m'a marqué dans la Bible. Je fais souvent référence à la Bible. Il y a des gens qui réclamaient une fois auprès du patron. C'est les gens qui ont été embauchés le matin. À midi, le patron il sort, il en trouve d'autres, il les embauche, et le soir à 5 heures, il en trouve d'autres, il les embauche. Et en fin de compte, ils sont tous payés le même prix. Alors le gars il dit mais je vous ai promis combien? Vous qui râlez tous. Vous avez vu ce que je vous ai promis? Bon alors, j'ai promis à chacun la même chose et tout le monde a eu la même chose. Mais bon, tout le monde n'a pas travaillé le même nombre d'heures. Et alors les gens ils discutaient là-dessus. Et moi, comme j'étais embauché, j'étais d'accord d'être embauché, j'étais content d'avoir du travail. L'idée de faire la grève, ça m'enchantait pas.
Jamais, ça m'a jamais enchanté ça. J'étais plutôt quitte à donner mes papiers à partir, si ça n'allait pas. Ça m'allait mieux. Mais faire la grève, j'ai jamais été à l'aise. Mais bon, c'est comme ça. Et après ça, vous êtes toujours resté ici, donc maintenant votre vie, elle s'est passée à Voilà. Nilvange, on va dire. Voilà, après j'étais muté chez les Devindel. Et là, on s'est rendu compte que c'était une autre mentalité. Pas beaucoup différente, mais c'était une autre mentalité. Et après, j'étais muté chez les Solac. Et là, ça, c'était pire. Parce que les Devindel étaient plus ou moins comme nous. Plus ou moins, hein. Mais les Solac, c'était une autre race. Mais ils ont vite changé. Ils ont vite changé parce qu'ils ont été noyés sous le flot des arrivants. Et ils ont changé un peu de mentalité. Si, ils ont fait un effort, ils sont quand même ils étaient pas idiots. Et ça, c'était une bonne chose. Ils ont quand même pigé qu'il fallait changer son fusil d'épaule, et puis ça s'est relativement bien passé. Vous avez exercé alors de nombreux métiers ici dans la vallée, et à part ça, vous avez également des passions? Alors, un jour, le maire a demandé à monsieur Luc Marcel s'il voulait bien s'occuper d'un ramassage de vêtements usagés au profit des paralysés de France. Et moi, j'étais dans une association avec lui, dans les parents d'élèves. Il m'en a parlé, mais qu'est-ce que t'en penses? On peut le faire? Je dis, ben oui, on peut toujours essayer, on verra bien. On nous prêtait le camion, le chauffeur, et bon, d'abord on distribuait des sachets dans toutes les boîtes, et le jour dit, on ramassait les sacs qui étaient sur le trottoir. Mais le gars dans le camion, il stoppait pas à chaque instant, il roulait doucement, mais sûrement. Et nous, il fallait qu'on court. Et à Nilvange, c'était pas tout plat. Et parfois, il fallait me grimper, alors on courait. Et puis, à la fin, moi, j'étais essoufflé, j'étais mort. Et je me suis dit, l'année prochaine, 15 jours avant, tu vas t'entraîner. Et puis, le jour venu, je trouvais toujours un prétexte. Ah, il faut que je fasse ceci. Ah, il faut que je fasse cela. J'avais pas vraiment envie. Alors, je jouais au faux cul. Et je me disais, j'ai autre chose à faire. La deuxième année rebolote, je me dis, écoute, ça suffit. Il faut t'entraîner. Et la troisième année, c'était pareil. Alors, je dis, mon petit gars, t'es un connard. Les connards, il faut les dresser. J'ai dit, tu vas pas attendre 1 an pour t'entraîner, tu vas commencer tout de suite. Alors là, ça a été un cinéma. Je me revois au stade du Conacaire, sous un parapluie, il pleuvait. Je voulais m'entraîner sur le stade, parce qu'ici c'était fermé. Je dis, ben je vais au Conacaire, c'est ouvert. Et j'étais là devant le portail. Quand je revois la scène, je me dis, mais c'est pas possible que t'aies été aussi con, c'est pas vrai. C'est une blague ou quoi? Et je me disais, j'attends qu'il arrête de pleuvoir, et je pose mon parapluie, j'irai tourner. Puis à un moment donné, je me dis, c'est pas, allez, rentre, ça suffit maintenant. Tu peux pas faire ça comme ça. Vous voyez le niveau que j'avais? Ça rasait les pâquerettes, hein. Et je suis rentré, et je me suis dit, bon, le prochain coup j'y vais, quel que soit le temps. Et là, ça a commencé pour de vrai. Qu'il pleuve, qu'il neige, Alors le plus dur, c'est quand même le verglas. La neige, ça allait. À la rigueur, j'allais au stade, on tournait en rond, c'était bon, c'était plat. Et on tournait jamais dans la même foulée. À chaque fois, je déplaçais. Donc j'avais toujours de la bonne neige. Jusqu'à ce qu'il y ait des traces de pas partout. Et puis, le danger, c'était quand il y avait du verglas, parce que quand on est borné, il y a rien qui nous arrête. Même si on vous dit, attention, c'est dangereux. Ouais, d'accord, ça, on s'en fout. Et j'y allais, et là, j'ai appris, en race campagne, j'ai appris à courir sur le bord de la route. Pas sur la route. La route, c'était un miroir. Mais sur le bord, il y a toujours des petits cailloux. Et ça accroché. Alors, je courais sur le bord là. Et puis, comme je travaillais, alors j'allais courir aussi la nuit. Par tous les temps, là, vous étiez vraiment très motivé à mais oui, y réussir. Mais le danger, c'était une fois, j'ai failli me faire renverser entre Angevilliers et Fontois. Je descendais, il y a un virage assez prononcé. Et il y a un gars en face en camionnette. Il est venu, il a serré à gauche. Il s'est dit, je vois pas de phare, je vois pas de lumière en face, il y a personne. Au lieu de rester à droite, il est pas resté à droite. Et là, moi, j'étais de ce côté-là. J'ai sauté dans le fossé, hein, j'ai eu chaud, là. J'ai cru qu'il me prenait avec. C'est à partir de là, avoir couru autour d'Astad, qu'est née votre passion pour le marathon? Ça a commencé à devenir une drogue. Par exemple, en faire tous les jours, après vous voulez toujours en faire. Dans le premier coup, je courais comme ça, je m'arrêtais, je m'arrêtais. Et le premier coup, je suis monté au plateau, plus ou moins en marchant, hein. Et là, j'ai débuté, j'étais à l'autre bout du plateau, au bois de sapin. Et je me suis dit, c'est pas vrai, t'as réussi, tu t'es pas arrêté. Parce que quand je voyais quelqu'un avant, je m'arrêtais. Je m'arrêtais, les mains dans les poches, et
je faisais semblant de me promener comme un simplet. Je voulais pas qu'on me voie courir. Et au début, quand j'ai commencé à courir, c'était la nuit. Je voulais pas, j'avais honte. Et je me rappelle, le premier coup, c'était dans la rue Boré. Il y avait un gars qui promenait son chien, et brusquement, il se retourne et me dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'attendait pas à me voir. Et la 20e fois, il me voyait même plus. Alors je me suis dit, tu vois, tu les habitues à courir, et un beau jour, ils te voient même plus. Et ça m'a encouragé à courir le jour. Et je me rappelle quand je suis sorti la première fois alors, j'allais au début dans des coins me planquer dans des endroits hors de chez moi pour pas que les voisins me voient. Et un jour, il y a un collègue de travail, il me dit, mais moi, je pars de chez moi, je rentre chez moi, et puis c'est bon, et je vais pas me faire suer à aller à n'importe où ailleurs. Et ben, la première fois que je suis sorti, j'ai vu les voisins qui souriaient. Et je me suis dit, t'en fais pas, ils vont vite t'oublier, ils te verront même plus. Et c'est comme ça que j'ai continué. Et alors, en arrivant sur le plateau, la fois là, j'ai réussi à faire tout le plateau sans m'arrêter. Je me suis dit, t'as fait tout le truc sans t'arrêter. Essaye voir de retourner et de faire la même chose. Et là, ça a débuté. Et je me rappelle quand je suis descendu du plateau, j'ai pensé à Moïse quand il est descendu de la montagne avec les plaquettes, les tablettes. Moi j'étais pareil. Je me suis senti transformé. Pourquoi? Je sais pas. Mais je me suis dit il s'est passé quelque chose là. Quoi? Je sais pas. Mais c'était puissant. Et je me suis dit, il faut que tu continues. Et depuis, le plus douloureux, c'est quand on avait un bobo, quand on devait aller voir le médecin, on avait peur d'une chose, que le médecin dise, il faut t'arrêter. Ça, c'était... Alors quand il disait, non, tu peux y aller, c'était bon. Mais je me suis arrêté plusieurs fois, parce que quand on est con, on est con. Hein. Il faut dire les mots qui sont justes. Hein. Moi, je faisais des entraînements de 30 kilomètres. Pourquoi faire, donc? On s'entraîne une fois sur 30 kilomètres quand on prépare un marathon. Mais moi, c'était régulier, j'en faisais un après l'autre. Alors, comme la bête était déjà âgée, j'ai commencé à courir, j'avais 44 ans. Il fallait faire gaffe aux articulations, surtout les genoux. Et là, j'ai attrapé mal aux genoux, j'avais une douleur quand je montais une côte en marchant. Alors, on vous fait passer une radio pour voir, parce qu'il y a le cartilage. Alors, quand les os sont écartés, ça veut dire qu'il y a du cartilage entre. Il n'y a pas rien. Mais quand les os se touchent, c'est foutu. Mais moi, quand c'est foutu, ça m'intéressait plus. Je voulais agir avant. Alors j'ai fini par trouver une adresse à Nancy, le centre, je crois, médico-sportif, qui est même ouvert le dimanche. Et eux, ils m'ont dit, la radio, ça suffit pas. Il faut un scanner pour voir s'il y a quelque chose de lâché ou non. Et le scanner, il avait dit que j'avais des micro-fissurations, et puis la punition, c'était 6 mois d'arrêt. Et j'ai dit, mais après, je pourrais courir, oui, mais plus de 30 kilomètres. Alors j'étais content parce que je pouvais quand même, mais je savais, la pénitence c'était moins dur parce que je savais que je pouvais recommencer. Ça me tenait debout. Et alors là, à chaque fois, il faut repartir à zéro. Hein. Il faut pas dire dans le temps petit à petit, oui, quand non. Il faut commencer par le stade là où c'est plat. On court jusqu'à ce que ça va plus. On marche. On ne s'arrête pas, on marche. Quand on retrouve le souffle, on redémarre. Et petit à petit, on finit par faire un tour, après 2 tours, après 3 tours. Et à un moment donné, ça repart, et puis on laisse tomber le stade, et on va dans les bois, on va partout. Vous avez fait de nombreux marathons, que ce soit en Lorraine et ailleurs dans le monde. Non, nombreux, c'est pas le mot, hein. À New York, oui. New York, vous en avez fait 6 fois. 6 fois, oui. Alors là, on voit toutes les médailles que vous avez, il y en a quand même énormément. Ouais, mais là, il y en a qui me disent, waouh, t'as été 6 fois à New York. Je dis, écoutez, pour les calmer, vous mettez un sac de patates dans l'avion. Il va aussi à New York. Il faut payer, c'est tout. Donc pour aller à New York, c'est pas compliqué. Il faut trouver l'argent, c'est tout. Et à New York, ça de vos beaux souvenirs pour les marathons? New York, vous arrivez dans la 5e avenue, qu'est-ce qu'on voit? Des drapeaux américains partout. On se dit mais c'est pas vrai, pourquoi on fait pas ça chez nous? On a honte ou quoi? De quoi qu'on a honte? Moi j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça merveilleux. Et à New York, on dit de 2 choses l'une, ou ça vous plaît, ou ça vous plaît pas. Ma femme, ça lui plaisait pas du tout. Elle a dit non, moi, m'intéresse pas de revenir. Et moi, je demandais qu'à faire du camping là-bas, qu'à rester. C'est tout ce que je demandais. Et là, votre première course, c'était en quelle année là-haut à New York? En 88. En 88, c'était l'année de toutes les bénédictions.
J'étais jeté dehors en pré-retraite, j'avais 50 ans. J'ai pris l'avion la première fois, j'étais en Amérique la première fois, j'étais à New York la première fois, j'ai couru le marathon. Oh, c'était sublime. C'était sublime. La 88, j'ai plus jamais connu ça. Une différence par rapport à la France des marathons aux États-Unis? Eh ben, j'ai fait le 20 km de Paris une fois. Alors, il y avait peu de gens, il y avait personne quasiment sur le parcours, sauf un bonhomme avec un chien qui voulait traverser, mais il pouvait pas, on était trop nombreux, alors on courait sans interruption, et puis il a prononcé un gros mot en disant, ceux-là, ils me font, on en a marre de leur course voilà. Et la différence avec New York, il y a des gens partout, de Ponte Verrazano jusqu'à l'arrivée, à Central Park, et qui crient comme des dingues. Comme si on était de la famille. You can do it, tu peux le faire, tu peux le faire. Mais alors moi je me disais, mais pourquoi ils crient après moi? Je les connais pas, je les ai jamais vus, ils me verront plus, parce que je pensais pas revenir. Rien qu'avec le prix, je me disais, c'est pas possible. Et d'un coup je me dis, mais ils crient pas après toi, on est 30 000. J'étais comme saoul. Et puis tout le long il y avait des orchestres qui jouaient de la musique. Il y avait des chorales qui chantaient, il y avait des majorettes, c'était une ambiance de dingue, mais vraiment de dingue. Et on est saoulés. Vous étiez le seul Nilvangeois là-haut? Non, au début oui. J'ai été avec l'association française des coureurs de marathon à Paris parce que je savais pas comment faire. Et puis après, je me suis dit, je vais essayer d'organiser moi-même. Ça sera moins cher. On ira à la YMCA, c'est une auberge de jeunesse. Mais bon, alors, au début, c'était réservé aux catholiques. Alors, il y avait le côté pour les garçons et puis un autre pour les femmes. Et puis là, on a été chez l'habitant à Greenwich Village. Alors Greenwich Village, c'est super parce qu'on arrive là-dedans, on a l'impression qu'on est chez nous. Les maisons sont comme ici. Il faut pas trop regarder trop loin pour voir les buildings, hein. Mais quand on est dans Manhattan, quand on voit, on regarde en l'air, après on voit plus rien, on s'habitue, hein. Mais au début, on regarde, et je me suis dit, mais, tu te rends compte qu'est-ce que ça a coûté ce bâtiment? Et puis alors le chauffage, l'électricité, et les femmes de ménage, parce que le soir c'était allumé, il y avait les femmes de ménage. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est dingue. C'est horrible ce que ça coûte. Bon, après, en baissant la tête, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait les clochards. Et ça, c'était triste. Alors, je me disais, comment ils peuvent tolérer ça? Des gars comme ça? Et ça m'a interpellé quelque part. Et j'ai un projet, mais je dis rien parce que il faut pas en parler d'avance. Il faut attendre que ça soit sûr que c'est vrai, qu'on va le faire, qu'on peut le faire. Et là, oui, mais sinon, mais ça, depuis que je suis là, depuis que j'ai arrêté le marathon et tout, c'est pas une idée qui s'est envolée. C'était pas un truc passager, comme ça, un cauchemar, un rêve, et puis non, c'est quelque chose qui m'a grippé. Alors j'attends les ordres du patron. Si des fois, je sais pas, hein, il fait ce qu'il veut, c'est normal, hein. Le créateur dispose de sa création comme il l'entend. Ça, c'est sûr. Et puis bon, si j'ai quelque chose à faire, je le ferai. Ça, c'est sûr. C'est comme quand j'ai failli mourir avec la mort subite. Et j'ai compris que c'était pas l'heure. Parce que tout était bon, hein. Tout était bon. La plupart du temps, j'allais courir dans les bois. Là, c'est 5 minutes, hein, la mort subite. Le cerveau n'est plus irrigué. On est comme un légume, à brum brum, tac tac pouf pouf, c'est fini, hein. On remballe, c'est terminé. Et moi, j'ai fait 5 malaises. Alors, en fait, quand j'ai demandé au cardiologue, j'ai dit, c'est quoi les signes avant-coureurs pour que je me prépare un peu, que je fasse gaffe? Il y en a pas. Alors, par exemple, le 4e malaise, je reprenais le dessus parce que le cœur était entraîné. Il se défendait et on est mal, hein, on s'arrête parce qu'on est tourné, ça va plus. On n'a plus envie de courir. Et d'un seul coup, ça revenait. Mais la 3e fois, ça a mis du temps, hein. J'étais arrivé dans le bois derrière le viaduc. J'ai un mal de chien à revenir. En marchant, j'ai un mal de chien. La moindre côte, c'était une douleur. Je savais pas si j'arrivais.
Et suite à ces malaises là que vous avez eu, Alors, vous avez dû arrêter de courir après. Alors. non, je voulais pas arrêter moi. Alors j'étais à Bel Air aux urgences la 4e fois. Analyse, tout ce qu'on veut. Ils me disent on aurait trouvé. Ça faisait un malaise. Ou bien on restait sous le carreau, ou bien on s'en sortait. Mais alors sans plus rien, aucune séquelle. On se demandait comment c'est possible. Et puis bon, alors ils m'ont dit il faut aller voir votre cardiologue. Bon d'accord. Et la cardiologue, je la voyais régulièrement, test à l'effort, je faisais tout. Et ma femme, elle pleurait de rire, elle disait mais les champions font pas ce que tu fais, arrête. Mais moi je me prenais au sérieux. Et je voulais faire les choses sérieusement. Ça marchait, tant mieux, ça marchait pas, tant pis. Au moins j'avais ma conscience de j'ai fait tout ce que j'ai pu. Alors test à l'effort, je pédale dur. La cardio, elle me fait, je vais vous citer un exemple, tellement vous êtes bon pour votre âge. Vous vous rendez compte? Moi, j'étais blindé, je traversais le béton. J'étais prêt à tout. Et puis, 1 mois et demi après, là, j'étais mort. Mais pas tout à fait. J'ai pas eu de chance, j'étais juste devant un hôpital. quand la 5e fois est arrivée. Mais c'était la bonne. Là, c'était la bonne. Je l'ai su parce que le temps d'arriver, il y avait un gars aux urgences qui traînait là, il avait l'air de s'embêter. Il m'a regardé de travers en disant qui c'est ce clown là qui vient habillé en coureur de 3e zone. Et il m'a dit mettez-vous là. Il m'a pris l'attention, je sais pas ce qu'il a fait. Et 5 minutes après, j'étais à 10 autour de moi. Alors moi je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là? Et je vois le cardiologue, il vient vers moi avec le défibrillateur. J'ai dit qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas besoin de ça moi. Il me fait ah bon? Puis d'un coup, moi j'étais allongé. Et je dis ah je me sens mieux. Ouais, vous êtes tombé en syncope. Je dis non. Je dis c'est pas vrai, c'est une blague. Parce que quand on a un malaise, quand on revient à soi, on est un peu dans les vapes, plus ou moins. On sent qu'il y a eu quelque chose, on sait pas quoi, mais on sent. Là, je n'ai rien senti, mais rien. Je reviens pas encore aujourd'hui. On part. Alors j'ai dit si c'est ça la mort, c'est super. On saurait du tout. J'ai rien senti. J'aurais été debout, je me serais réveillé par terre, j'aurais dit oui, il y avait quelque chose. Mais là, j'étais couché, comme si on discute comme ça. Je reviens pas encore aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'était au poil. Pour moi, c'était au poil. Si c'est ça, la mort, c'est au poil. Bon, l'agonie avant, j'en cause pas, hein. Ça, je sais pas. Mais le moment même, c'est super. Et l'arrêt de la course, comme Alors, ça n'a pas été trop dur pour vous? Première question, est-ce que je peux courir? Forcément. Moi, le reste, je m'en foutais. Alors, on me dit oui, mais puis la compète. Ah oui, ça a dû... Alors, j'ai recommencé, et j'ai couru pas mal, mais à l'entraînement. Et puis, je m'arrêtais dans les côtes, je faisais semblant que j'étais fatigué. Je forçais pas. Mais comme j'ai dit avant, quand on est con, on est con. Et je me suis dit, parce que je suis à un âge canonique où, même en étant un bourrin, on finit par être dans les 2-3 derniers qui restent en vétéran 4, ou il y en a même des vétérans 5. Et là, on gagne une coupe. Souvent, j'étais souvent dans les 3 premiers. Et au moment où ça commençait à payer, on me dit arrête. Ça pouvait pas marcher. C'était plus fort que moi. Alors je me suis dit, écoute, tu vas aller courir, mais comme à l'entraînement. Je me croyais malin. Mais le mot malin, il commence par M-A-L. Faut se méfier de ce mot-là. Il n'est pas bon. Alors, j'ai commencé à courir, mais j'avais jamais été premier, mais jamais dernier non plus. Sauf une fois, je crois. Si, une fois. Je m'étais trompé de course, c'était un championnat. Et dès le départ, au bout de 200 mètres, j'étais dernier. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis réveillé, mais c'était trop tard. Alors, j'avais oublié qu'il y avait ou un homme balai, dans les bois, ou un vélo balai, ou une voiture balai. Et là, quand j'ai quelque chose dans le dos, moi, je peux pas. Je peux pas me freiner. Je suis obligé d'y aller. Et voilà, et là, j'ai forcé. Et puis après une course, j'ai fait le premier entraînement, je suis pas arrivé au bout. Là, alors j'avais le défibrillateur sur moi. Il s'est déclenché d'un coup. J'ai cru que j'étais à la foudre. J'ai pas pensé à ça au premier abord. J'ai pas pensé du tout. J'ai dit, mais la foudre était tombée dessus, quoi. Et je regarde, il y avait rien. Il y avait pas de foudre, il y avait pas d'éclair, il y avait pas très peu de nuages. Et là, je me suis rendu compte que c'était la machine infernale, c'est comme ça que je l'appelle, qui s'était déclenchée. Et j'aurais dû m'arrêter, téléphoner aux pompiers ou au SAMU si ça va pas, mais j'aurais dû m'arrêter. Mais non, quand on est con, on est con. J'ai dit, je suis pas loin de la maison, je fais le chemin à pied. Et ça s'est bien passé, mais quand je suis arrivé, 5 fois de suite. Là, j'étais en train de téléphoner, je sais que le téléphone, il a volé à 3 mètres. C'est le choc. Et alors, quand on m'a posé la machine, on m'a dit, on va vous endormir pour essayer.
Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il veut m'endormir? Je suis d'accord. Si j'en ai besoin, je suis pas contre. Et après, j'ai compris. Parce que si vous faites ça avec la personne éveillée, la personne 9 fois sur 10 vous dira, enlevez-moi ce truc. Enlevez-moi ce truc. Ça fait le choc est trop fort. Et alors, ils disent rien, ils vous endorment. Ils contrôlent le choc, comment que ça se passe. Et si c'est bon, vous pouvez y aller. Au revoir, monsieur, dame. Ouais. Alors ça, je souhaite à personne. Non. C'est trop costaud. Vous avez arrêté les courses en 2009. Oui. Parmi cette carrière dans les marathons, lequel vous a le plus plu? C'est pas un marathon, c'est une course sur route de 50 km. Alors je sais qu'il y a des gars qui font les 100 km. J'arrive pas, pourtant j'ai pas mal couru, j'arrive pas à imaginer comment comment le corps peut tenir 100 km. Ça, d'après moi, ça doit faire des dégâts quelque part. C'est pas possible. Bon, là il y avait les 50 km de grâce. Alors s'il y en a qui veulent pleurer, qui aiment la douleur, parce qu'il y en a, il y a des maniaques, il y a des mordus de la douleur, ils veulent souffrir. Alors là il faut y aller. Alors les 50 km de grâce, ça démarre, c'est le toboggan de la mort mais à l'envers, pas en descendant, c'est en montant. Ça démarre comme ça. Après on arrive dans la moyenne montagne, on redescend. Ils ont serré un peu sur le trajet. On redescend et après on remonte, on passe par un col que j'ai oublié le nom du col. Et je sais que jusqu'au 40e kilomètre, j'avais un petit entraînement comme parce que pour faire le marathon, il faut s'entraîner un peu, sinon c'est une grosse distance. Sinon c'est pas sérieux. Et jusque là ça a été. Mais après les 12 derniers kilomètres, à un moment donné, ça a commencé à descendre. Alors là, j'étais heureux parce que je me suis dit, oh, si ça descend, c'est bon. On va vers l'arrivée. Il y a une dame que j'avais doublée en cours de route qui me redouble. J'en pouvais plus, même pour descendre, je n'arrivais plus à courir. Je me suis dit, mais ça m'était jamais arrivé, ça. Tellement c'était douloureux dans les jambes. Et la dame, là, elle me double, elle me dit, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Et je lui dis, mais je peux pas. J'arrivais plus. Et ma femme et les amis m'attendaient à l'arrivée. Ils me voyaient plus venir. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Où est-ce qu'il est? Ils ont cru que j'étais perdu dans la montagnette. Il y a pas mal de kilomètres quand même, hein. 50, c'est pas rien, hein. Mais... C'est une des plus grosses que vous avez fait en termes de kilomètres. Ouais, mais il faut pas se lancer dans la montagnette. Faut pas faire des blagues comme ça. Parce que il faut faire sur du plat pour voir. Il faut voir. Et là, quand on a vu, on a peut-être plus tellement envie d'aller dans la montagnette. C'est trop. Enfin, pour moi, hein, parce que il y en a qui sont balèzes, il y a des gens qui sont balèzes, hein. Et ça, ils ont de la chance. J'aimerais bien être comme eux. Mais bon, j'ai été fabriqué. Déjà, très beau parcours, quand même. Vous en avez réalisé, sont très nombreuses, quand même, à votre actif, toutes les courses. Oui, je regrette rien. Et si c'était à refaire, je le referais, hein. Même si on me disait, tu sais, au bout, t'auras la mort subite, le défibrillateur, je dirais, je m'en fous. Parce que je saurais en profiter mieux que la première fois. Ça, c'est sûr. Monsieur Hérian, je vous remercie pour cette interview et on se quitte sur tous ces souvenirs. Merci. C'est moi qui vous remercie.